En août de cette année, la Chine va entreprendre une mission qui va tout changer, vraiment tout. Et quand je dis tout, je pèse mes mots, absolument tout. Ils vont envoyer une sonde au pôle sud lunaire. Mais ce n'est pas n'importe quelle sonde. C'est la plus complexe qu'ils aient jamais construite. Elle est dotée d'un orbiteur, d'un atterrisseur, d'un rover, d'un satellite de communication et d'un dispositif qu'aucun pays n'a encore utilisé sur la Lune. Un robot sauteur. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. C'est un petit véhicule conçu pour sauter. Littéralement, il va se propulser des zones éclairées par le Soleil jusqu'aux cratères les plus sombres de la Lune. Des endroits où la lumière solaire n'a pas pénétré depuis plus de 2 milliards d'années. 2 milliards d'années dans une obscurité totale. Et dans cette obscurité, il y a quelque chose qui vaut plus que tout l'or, tout le pétrole, tout le gaz naturel de la Terre réuni, de l'eau, mais pas de l'eau liquide, de la glace mélangée à la poussière lunaire, parfaitement préservée à des températures proches des moins 200 degrés Celsius. Pensez-y un instant. Dans moins de 8 mois, la Chine pourrait confirmer la présence d'eau utilisable sur la Lune. Et si elle y parvient, si elle est la première à la trouver, à l'extraire et à démontrer qu'elle peut être utilisée, elle disposera d'un avantage que les États-Unis ne pourront pas égaler avant des années, peut-être jamais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe, pourquoi l'eau lunaire est si importante, pourquoi les États-Unis sont en train de perdre cette course, et ce que tout cela signifie pour vous, pour moi, pour nous tous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de planter des drapeaux sur la Lune, il s'agit de savoir qui contrôlera l'avenir. Commençons par les bases. L'eau sur la Lune n'est pas comme l'eau ici sur Terre. Il n'y a pas d'océan, pas de rivière, pas de lac. Ce qui existe, c'est de la glace piégée dans le sol lunaire, principalement dans les régions polaires. Pendant des décennies, les scientifiques ont soupçonné son existence. Les premiers indices sont apparus en 1994 avec la mission Clémentine. Puis est venu Lunar Prospector en 1988. Chandrayaan-1 de l'Inde en 2008. Mais c'est en 2009 que tout a basculé. La NASA a délibérément écrasé une fusée contre un cratère du pôle sud lunaire. Une mission appelée L-Cross. L'impact a soulevé un panache de débris, et les instruments ont détecté quelque chose qui a confirmé les soupçons vieux de plusieurs décennies. Il y avait de l'eau là-haut, et pas qu'un peu. Les estimations actuelles suggèrent qu'il pourrait y avoir des centaines de millions de tonnes métriques de glace au pôle lunaire. Certaines études parlent de plus de 600 millions de tonnes rien qu'au pôle Nord. Pour vous donner une idée, c'est assez d'eau pour remplir des centaines de milliers de piscines olympiques sur la Lune. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Cette eau ne sert pas seulement à boire, elle est bien plus précieuse que cela. La glace lunaire peut être séparée en ses composants de base grâce à un processus appelé électrolyse. On applique de l'électricité à l'eau et on la décompose en hydrogène et en oxygène. L'oxygène vous permet de respirer. Les astronautes ont besoin d'oxygène. Les bases lunaires ont besoin d'oxygène. C'est fondamental pour toute présence humaine permanente. Mais l'hydrogène combiné à l'oxygène vous donne quelque chose d'encore plus précieux, du carburant pour fusée. L'hydrogène liquide et l'oxygène liquide sont les propergols utilisés par les fusées les plus puissantes du monde, y compris le Space Launch System de la NASA, y compris les fusées de SpaceX. Maintenant, imaginez ceci. Au lieu de devoir transporter tout ce carburant depuis la Terre, ce qui coûte littéralement des milliards de dollars, vous pouvez le fabriquer directement sur la Lune. Vous extrayez la glace, vous la traitez, vous la convertissez en carburant. Une station-service dans l'espace, qui contrôle cette station-service, contrôle l'accès au système solaire. Ce n'est pas une exagération. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et la Chine sont si désespérés d'atteindre le pôle sud lunaire. Et voici le problème que personne ne veut admettre publiquement.
Les deux pays veulent exactement le même endroit. Le cratère Shackleton. C'est un trou massif de près de 21 km de diamètre, situé pratiquement au pôle sud lunaire. Il a des parois de 4 km de haut. Et son fond n'a pas vu la lumière du soleil depuis plus de 2 milliards d'années. Les températures là-bas avoisinent les moins 173 degrés Celsius, parfaites pour préserver la glace. Et les données orbitales suggèrent qu'il y a beaucoup de glace là-dedans. Chang'e 7 de Chine se dirige là-bas. Artemis des États-Unis aussi. La même destination, les mêmes ressources, deux superpuissances. Maintenant, la question que tout le monde se pose est évidente. Qui va arriver en premier? Et c'est là que l'histoire se complique, vraiment. La Chine a officiellement confirmé que Chang'e 7 sera lancé en août 2026. Les responsables de l'administration nationale de l'espace de Chine l'ont dit clairement. La mission est prête. Les composants sont déjà assemblés. Ils ont réalisé des tests concluants du robot sauteur en gravité lunaire simulé lors de vols paraboliques. Le concepteur en chef adjoint, Tang Yuhua, a accordé des interviews expliquant exactement comment il allait fonctionner. Le robot sautera de zones éclairées à cratères sombres. Il emportera un analyseur de molécules d'eau et cherchera à confirmer ce que tout le monde soupçonne, mais que personne n'a vérifié sur le terrain, qu'il y a de la glace utilisable au pôle sud de la Lune. Les États-Unis, quant à eux, ont de sérieux problèmes. Le rover Viper de la NASA, qui devait faire exactement la même chose que le robot chinois, a été annulé en juillet 2024 en raison de problèmes budgétaires. Le projet avait déjà coûté 450 millions de dollars et nécessitait 84 millions supplémentaires pour être achevé. La NASA a dit non, puis grâce aux protestations du Congrès et à des fonds d'urgence, il a été partiellement relancé. Mais maintenant, la date de lancement est fixée à fin 2026 au plus tôt, et cela s'il n'y a pas d'autres retards. Compte tenu de l'historique récent, il y aura d'autres retards. En février 2025, la société Intuitive Machines a tenté d'atterrir près du pôle sud lunaire, avec l'expérience Prime 1 de la NASA à bord. Il s'agissait d'une foreuse conçue pour percer la surface et chercher de la glace. L'atterrisseur s'est renversé pendant la descente. La mission a complètement échoué. La foreuse n'a jamais pu fonctionner. Des millions de dollars de technologie jetés dans la poussière lunaire. La Chine, de son côté, n'a pas échoué une seule mission lunaire depuis 2007. Chang'e 1 a orbité autour de la Lune avec succès. Chang'e 2 aussi. Chang'e 3 a atterri avec succès et a déployé un rover. Chang'e 4 a atterri sur la face cachée de la Lune, une première dans l'histoire humaine. Chang'e 5 a ramené des échantillons lunaires sur Terre en 2020. Chang'e 6 a ramené des échantillons de la face cachée en 2024. Une autre première historique. L'historique est parfait. Et maintenant, Chang'e 7 part à la recherche d'eau. Mais attendez, car il y a quelque chose d'autre que presque personne ne mentionne dans les médias occidentaux. Chang'e 7 ne part pas seul. La Chine a invité d'autres pays à participer à cette mission. L'Égypte y contribue, avec des instruments. Bahreïn également. L'Italie, la Russie, la Suisse, la Thaïlande. Même l'Association internationale de l'Observatoire lunaire a des équipements à bord. SCPT, pays différents collaborant à une mission chinoise au pôle sud lunaire. Ce n'est pas seulement de la science, c'est de la diplomatie, c'est de la géopolitique. C'est la Chine qui construit des alliances tout en cherchant des ressources. Et chaque pays participant a désormais un intérêt direct à ce que la Chine réussisse. Pendant ce temps, la mission Artemis des États-Unis continue d'accumuler les retards. C'est la galère. Artemis 2, qui transportera 4 astronautes autour de la Lune sans atterrir, est prévu pour février ou avril 2026. Mais ce vol ne touche même pas la surface lunaire. C'est juste un survol. Un touriste trip. Artemis 3, celui qui mettrait des astronautes américains au pôle sud, n'arrivera pas avant 2027, au plus tôt, et cela dépend de la disponibilité à temps du Starship lunaire de SpaceX. Des documents internes de SpaceX
divulgué à Politico l'année dernière, montrait une date très différente de la date officielle. En interne, il parlait de septembre 2028, pas 2027. 2 ans de différence entre ce qu'ils disent publiquement et ce qu'ils planifient en interne. Ça n'inspire pas confiance, du tout. Et voici la vérité qu'aucun responsable américain ne veut admettre publiquement. Si la Chine trouve de l'eau utilisable en août 2026 et que les États-Unis n'arrivent pas avant 2027 ou 2028, la Chine aura établi un précédent historique. Ils auront démontré leur capacité technique, ils auront cartographié les dépôts, ils auront acquis des années d'expérience pratique et, quand viendra le moment de décider qui a des droits sur ces ressources, la Chine pourra dire quelque chose de très simple, mais de très puissant. Nous sommes arrivés les premiers. Cela nous amène à la question la plus importante de toutes. Que se passe-t-il si la Chine gagne cette course? Nous ne parlons pas seulement de fierté nationale, nous ne parlons pas de drapeaux et de discours patriotiques, nous parlons de contrôle sur des ressources qui détermineront qui domine l'exploration spatiale au cours du prochain siècle. L'eau lunaire est la clé pour établir une présence permanente sur la Lune. Et une présence permanente sur la Lune est la clé pour aller sur Mars, pour construire des stations spatiales au-delà de l'orbite terrestre, pour accéder aux astéroïdes remplis de métaux précieux. Qui contrôle l'eau lunaire contrôle les routes spatiales du futur. C'est comme contrôler le canal de Suez au XIXe siècle, ou le détroit de Malacca aujourd'hui. Des points stratégiques qui définissent le commerce mondial. Mais dans l'espace, et voici le problème juridique qui complique tout, il n'y a aucune loi internationale qui oblige à partager les ressources lunaires. C'est la jungle. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967 dit clairement qu'aucun pays ne peut revendiquer de territoire sur la Lune comme souverain. Vous ne pouvez pas planter un drapeau et dire « ceci est à moi » en tant que nation. Mais le traité ne dit rien sur les ressources. Il ne dit rien sur qui peut extraire de l'eau, la transformer et la garder. Cette lacune juridique n'a pas été résolue depuis des décennies. Et les deux superpuissances essaient de la combler à leur manière. Les États-Unis ont créé les accords Artemis en 2020, un ensemble de principes que 60 pays ont signés jusqu'à présent. Ils disent essentiellement que vous pouvez extraire des ressources spatiales et les garder légalement, à condition de suivre certaines règles de transparence et de coordination. La Chine a refusé de signer ces accords, les qualifiant publiquement de colonialisme spatial. Les médias d'État chinois les ont comparés aux méthodes coloniales européennes du XIXe siècle. À la place, la Chine a créé sa propre initiative, la Station internationale de recherche lunaire, ILRS selon son acronyme anglais, avec la Russie comme partenaire principal et 13 autres pays collaborants, 2 visions complètement différentes de l'avenir spatial. 2 alliances rivales, une seule ressource en jeu, et le temps de décider qui gagne se termine. Maintenant, si ce type d'analyse vous aide à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde, si vous appréciez un contenu qui va au-delà des titres superficiels, ce bouton Super Thanks là-dessous est la meilleure façon de soutenir ce travail. Il n'y a pas d'algorithme qui décide. Il n'y a pas de corporation qui filtre, seulement vous qui décidez que ce contenu mérite d'exister. Chaque contribution me permet de continuer à enquêter et à expliquer ces sujets que les médias traditionnels préfèrent ignorer. Merci à ceux qui ont déjà soutenu. Vraiment, maintenant, revenons au sujet central. Que peuvent faire les États-Unis pour ne pas perdre cette course? Honnêtement, à court terme, pas grand-chose. Chang'e 7 est lancé en août 2026. C'est dans moins de 8 mois. Il n'existe aucune façon réaliste pour que les États-Unis aient une mission équivalente, prête avant cette date. Ce qu'ils peuvent faire, c'est accélérer tout ce qui vient après. Jared Isaacman, le nouvel administrateur de la NASA nommé par Trump, a dit publiquement qu'il voulait des astronautes américains à la surface lunaire avant la fin du mandat présidentiel. Cela signifie avant janvier 2029. C'est ambitieux,
C'est agressif, mais c'est techniquement possible si tout se passe parfaitement. Le problème, c'est que, dernièrement, rien ne se passe parfaitement. Le bouclier thermique d'Orion a eu de sérieux problèmes pendant Artemis 1, que la NASA a minimisé lors des conférences de presse. Le Starship de SpaceX est toujours en développement actif et effectue encore des tests. Blue Origin travaille sur son propre atterrisseur lunaire, mais il n'est pas prêt non plus. Et pendant que les États-Unis résolvent leurs problèmes techniques, la Chine continue d'avancer sans pause. Chang'e 8, prévu pour 2028 ou 2029, va emporter de la technologie pour fabriquer des briques en utilisant de la poussière lunaire. Ils vont littéralement tester s'ils peuvent construire des structures sur la Lune en utilisant uniquement des matériaux qu'ils trouvent là-bas. Impression 3D lunaire, c'est fou! D'ici 2035, la Chine prévoit d'avoir une base lunaire permanente opérationnelle. Les États-Unis n'ont pas de plan aussi détaillé ni aussi concret. Alors, nous y sommes. En janvier 2026, à 8 mois du moment où la Chine tentera de trouver de l'eau sur la Lune, à plus d'1 an du moment où les États-Unis pourront faire quelque chose de similaire. Ce qui se passera dans ces 8 mois pourrait déterminer qui dominera l'exploration spatiale pendant le reste de ce siècle. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas du sensationnalisme, c'est l'évaluation que font les experts eux-mêmes. Alan Cutler, président de la Coalition pour l'exploration de l'espace profond, l'a dit clairement l'année dernière. Le pays qui atterrira en premier sur la Lune établira les règles du jeu spatial pour les prochaines décennies. Les règles, pas seulement le prestige, les règles, et une fois que les règles sont établies, les changer est pratiquement impossible. C'est la réalité que personne ne veut admettre à Washington, que la course a déjà commencé, que la Chine est en tête, et que pour la première fois en plus d'un demi-siècle, les États-Unis pourraient ne pas gagner. À votre tour maintenant. Pensez-vous que la Chine va réellement trouver de l'eau exploitable en août prochain? Et si elle y parvient, devrait-elle partager cette ressource avec le reste du monde? Ou a-t-elle le droit de la garder exclusivement pour elle? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de connaître votre avis, car ce débat va définir l'avenir de l'humanité dans l'espace.